Alors bonjour madame, Bonjour. est-ce que vous pouvez commencer rapidement par vous présenter Oui. votre nom, votre prénom, votre âge si vous acceptez de le Oui, donner, bien sûr. et votre profession? Bonjour, je suis Manuelle Gautran, architecte, j'ai 57 ans. Merci. Est-ce que vous pouvez nous raconter quelles étaient les professions de vos parents? Mes parents étaient architectes. Tout du moins, ils ont tous les deux étudié l'architecture aux Beaux-Arts de Paris. Ma mère n'a pas pratiqué et mon père a pratiqué plutôt comme urbaniste. D'accord. Et du coup, vous avez suivi cette voie-là naturellement après, quand vous avez commencé vos études supérieures? Pas du tout naturellement, en fait, ça m'a pris assez... comment dire, de manière assez soudaine au moment du bac. Après avoir envisagé pas mal d'autres parcours, tout d'un coup, je me suis rendu compte qu'il ne fallait pas que j'échappe à celui-là. Et vous êtes entrée dans quelle école? J'ai fait l'école d'architecture de Montpellier au début, D'accord. et puis après Paris. Ok. Et comment vous avez débuté votre carrière? J'ai débuté ma carrière en m'inscrivant à pas mal de concours, comme c'est le cas de tout jeune archi. J'ai eu la chance d'être retenue à quelques-uns d'entre eux. Donc vous avez monté une agence tout de suite? Non, j'ai d'abord travaillé en agence et ensuite rapidement j'ai monté mon agence. Et lorsque je me suis inscrite à ces concours, oui, j'ai eu quelques chances d'être retenue à certains d'entre eux. J'en ai gagné un ou deux et ça m'a très vite lancée. Un de mes premiers projets, j'ai eu la chance de concourir à Béthune pour la construction du Centre dramatique national du Pas-de-Calais. Et je dis que c'est une chance parce que c'était un de mes premiers concours. Et en plus, bien évidemment, le premier projet culturel que j'ai abordé, en tout cas à mon compte. Et j'ai eu la chance de gagner. Et c'est vrai que c'est une chance parce que le maire de l'époque m'a fait confiance par rapport à d'autres équipes qui étaient plus expérimentées, mais qui avaient fait un moins beau projet. Donc vous êtes originaire plutôt du sud de la France? Non, je ne suis pas originaire du sud. Mes parents ont pas mal voyagé. Je suis née à Marseille, mais je suis plutôt lorraine d'origine. D'accord. Et du coup, vous avez travaillé sur tout le territoire français? Très vite, j'ai voulu plutôt m'inscrire à des concours intéressants, peu importe la ville dans laquelle ils étaient. Donc effectivement, ça m'a permis de travailler à Béthune, de gagner aussi un projet à Lyon, de gagner un projet à Rennes. J'ai eu la chance aussi de réaliser des cinémas à Villefontaine. C'était aussi une de mes premiers concours gagnés pour un très jeune maire à l'époque. Pareil, qui m'a fait confiance parce que je pense que j'avais à peu près le même âge que lui. Je devais avoir 30 ans. Voilà, donc de fil en aiguille, j'ai réussi à avoir quelques belles études en cours de concours lauréats. Et ensuite, en 94, je pense, j'ai eu les albums de la jeune architecture qui sont décernés par le ministère de la Culture et de l'Équipement conjointement, je crois. Et là, vraiment, ça m'a aidé à consolider. Et alors, qu'est-ce qui vous a amené sur le projet du musée d'art moderne à Villeneuve-d'Ascq? Ce qui m'y a amené, c'est une prédilection pour les projets culturels. C'est vrai que mes tout premiers concours, c'était un peu le théâtre de Béthune et ce complexe cinématographique à Villefontaine. C'est vrai que j'ai toujours eu une attirance pour les projets culturels parce que je pense que c'est des projets très importants pour une ville. Ils ont un rôle symbolique, c'est un équipement public. Ça fait partie de cette culture française qui est quand même assez spécifique. On a toujours l'envie dans nos villes de construire des bâtiments culturels, que ce soit des théâtres, des cinémas, des salles de spectacle, des musées. Et oui, je pense que c'est un privilège français, peut-être européen aussi, en tout cas qu'on ne trouve pas partout. Et je trouve que c'est des équipements passionnants parce qu'ils sont ouverts au public.
Ils sont ouverts aux habitants, ils ont ce rôle symbolique dans la ville, c'est des points de repère. C'est des programmations qui sont riches, qui travaillent sur le temps long. Un maire qui construit un équipement culturel, d'abord c'est un maire courageux quand même, parce qu'il faut sans arrêt insister sur le fait que la culture, même dans une commune qui n'est pas riche, c'est un point fondamental de cohésion sociale et de partage dans une ville. Donc c'est des projets importants programmatiquement qu'on est obligé de soigner, de travailler sur la durée, ça veut dire d'envisager avec toute la flexibilité et la modularité que ça doit intégrer. C'est des projets aussi qu'il faut inscrire dans le développement durable parce que c'est des projets qui coûtent pour une ville, mais il faut que tout ce qui est coût d'exploitation soit minimisé quand même au maximum. Et puis, il y a toute la notion de parcours, de scénographie. Je pense que c'est des lieux qui doivent donner de l'émotion. Voilà, ça appartient aux habitants d'une ville, ça les fédère. Il y a cette notion de cohésion sociale, de partager une expérience culturelle, que ce soit écouter un concert, regarder une pièce de théâtre ou voir une exposition. C'est des beaux moments et je pense que l'architecture doit les accompagner de la manière la plus noble, surprenante, qualitative, la plus esthétique possible et la plus généreuse possible aussi. C'était la première fois que vous proposiez votre candidature pour un musée ? Je ne suis pas sûre, mais en tout cas, c'est le premier auquel j'ai été retenue. Ouais. Vous vous souvenez du jour où vous avez reçu la réponse ? Non, je m'en souviens pas. Je m'en souviens pas, mais je sais que c'était un grand bonheur. Je me souviens de la visite du site, qui était passionnante, parce qu'on avait tout de suite accès à la conservatrice qui nous a fait faire cette visite. Voilà, il y avait des personnes de la communauté urbaine de Lille, c'était déjà une visite passionnante, parce que le lieu est déjà très beau, c'est toute l'architecture de Roland Simounet. Voilà, donc je me souviens du moment de la visite, oui. Je me souviens du développement du concours, et puis après j'ai gagné. J'ai eu la chance de gagner. Et alors comment vous avez travaillé, comment est-ce que vous avez conçu votre proposition au concours ? La demande était complexe. Parce que la demande nous demandait, nous sensibiliser à la fois sur l'impératif respect qu'on devait avoir de l'œuvre de Roland Simounet et en même temps sur le développement d'une collection d'art brut, sur l'accompagnement et le fait d'abriter une très belle collection d'art brut. Et en fait, dès le départ, il y avait pour moi une sorte d'antinomie. Parce que d'un côté, les ABF souhaitaient que cette extension dédiée à l'art brut soit mise à distance par rapport aux bâtiments existants, donc soit construite un petit peu plus loin dans le parc, mais qu'il n'y ait aucune liaison physique couverte, chauffée entre les parties de collection art moderne, art contemporain et cette collection d'art brut. Ça, c'était la demande côté ABF. Voilà, exactement. Exactement, vous avez... voilà. Donc il y avait une mise à distance qui était quand même importante. Et d'un autre côté, je me souviens avoir été très impressionnée par les propos de la conservatrice, qui s'appelait Joëlle Bijaudier, qui avait toute une analyse par rapport à cette collection d'art brut et qui souhaitait que cette collection soit au plus près des collections d'art moderne et d'art contemporain, pour que littéralement elle puisse fusionner, qu'elle puisse constituer une sorte de continuum d'exposition. Et en fait, cette mise à distance, elle venait, pour moi en tout cas, elle venait ruiner le lien. Il y avait cette idée pour Joëlle Bijaudier de faire en sorte que les visiteurs de cette expo d'art brut puissent comprendre en la voyant les racines que cette expo a puisées précisément dans l'art moderne, précisément aussi que les visiteurs comprennent ces liens et les inspirations respectives. Quelqu'un comme Dubuffet, je crois que c'est lui qui
qui a, en tout cas parmi les premiers, vraiment s'est intéressé à l'art brut, qui peut-être a participé à la qualification d'art brut. Voilà, donc elle tenait absolument à ce qu'il y ait un rapport très très proche de proximité immédiate entre ces œuvres d'art brut et par exemple des œuvres de Dubuffet. Et c'est vrai que voilà, cette antinomie m'a beaucoup perturbée dans le développement du concours, mais j'ai pris le parti assez vite de désobéir, entre guillemets, c'est-à-dire de privilégier finalement le propos de la curatrice, de la directrice du musée, Joëlle Pijaudier, de privilégier finalement le contenu, de privilégier ce parcours, de privilégier cette communion qui devait s'opérer entre l'art brut et les deux autres formes d'art, de privilégier ça par rapport au patrimoine. Alors, je me suis permise de le faire parce que j'ai beaucoup lu sur Roland Simonet. J'ai découvert son œuvre. J'ai aussi découvert d'ailleurs que pour comprendre l'œuvre d'un architecte, c'est important de la voir, de la vivre, de se promener à l'intérieur, mais c'est aussi important de lire ce que l'architecte a pu écrire de son œuvre, en tout cas de lire ce qu'il explique par rapport à son process de création. Et Roland Simonet a toujours parlé, en citant ce projet comme d'autres, de sa recherche d'une architecture toujours vraiment ancrée dans le sol, ancrée dans le site, avec une forme de modestie. Je pense qu'il n'était pas enclin à beaucoup de formes de monumentalité. Il souhaitait plutôt qu'une architecture se coule dans le paysage, vraiment vienne se lover dans ce paysage au plus près. Je pense me souvenir presque de certains de ces mots. Mais voilà, oui, s'ancre au plus près du sol. Je pense que ça, c'est quasiment une phrase que j'avais lue qui m'avait marquée. Et finalement, en analysant sa personnalité, à la fois la personnalité de Roland Simonet et celle de son architecture, j'ai vraiment pris la mesure de cette forme de modestie par rapport au contexte et par rapport à l'architecture en général. Et j'ai commencé à me dire que finalement cette mise à distance n'était pas forcément non plus une bonne réponse par rapport à son bâtiment d'origine. Parce que cette mise à distance, c'était une manière de l'ignorer, potentiellement. Je pouvais presque l'interpréter comme une forme de mépris. Et finalement, c'est comme si j'étais partie du site qui était vraiment le périmètre indiqué dans le concours, et je m'en échappais progressivement pour me rapprocher de Roland Simonet. Et au final, je l'ai fait à la fois pour la fusion des collections entre elles, cette espèce d'osmose qui était importante aux yeux de Joëlle Pijaudier, mais je l'ai aussi fait, je pense, pour Roland Simonet, parce que j'ai essayé d'être moi aussi au plus près du sol, au plus près de son architecture, comme je crée une extension de son œuvre. J'ai considéré que je voulais finalement prendre les mêmes mots pour faire la mienne, au plus près du sol, au plus près de son œuvre. Et donc je me suis véritablement ancrée dans son architecture pour m'ancrer dans ce contexte initial de la même manière que lui souhaitait le faire pour sa propre première tranche. Voilà. Faire une extension, c'est quelque chose de plus difficile que de créer quelque chose de tout neuf ? Oui, c'est plus difficile, mais en même temps, c'est beaucoup plus intéressant. Parce que c'était tellement passionnant pour moi de découvrir l'œuvre de Simonet que je ne connaissais justement que de manière superficielle. Ça a été passionnant de découvrir son œuvre. C'est toujours passionnant de découvrir finalement ce qui a guidé la conception d'un autre architecte. Ça demande une architecture plus fine, plus modeste aussi. J'ai vraiment souhaité moi aussi que mon projet soit extrêmement modeste. J'ai vraiment souhaité en fait
me couler un peu dans sa philosophie, dans sa manière de concevoir l'architecture, parce que j'en crée une extension. J'ai voulu vraiment prendre un parti pris qui soit presque le sien. Ça ne veut pas dire que je n'y ai pas injecté de ma propre personnalité, mais justement c'est ça qui est intéressant dans une extension, c'est que en même temps le but n'est jamais de pasticher l'écriture du bâtiment existant. Le but c'est de conserver sa personnalité, mais avant tout de prolonger l'écriture de celui qui vous a précédé. Et ça, c'était vraiment un travail passionnant. Et j'ai vraiment essayé de le faire avec modestie. Dans ce travelling qu'il avait dressé le long de l'allée principale depuis le portail à l'ouest, il avait finalement lui-même imaginé 2 séquences qu'on découvrait au fur et à mesure du travelling. Mon extension, c'est comme une 3e séquence. Et j'ai fait en sorte qu'on ne la découvre que après avoir vu ces 2 premières séquences. Donc je voulais qu'on ne me découvre finalement qu'à la fin de la promenade, comme une promenade chronologique dans le temps. Et là encore, l'extension telle qu'elle était proposée par le programme, à distance, je trouvais aussi que l'inconvénient était le fait de la découvrir dès qu'on entrait dans le portail, dès qu'on entrait dans le parc du musée. Et je trouvais que c'était dommage parce que je ne voulais pas mettre en concurrence aussi mon projet avec celui de Roland-Simonet. Je voulais vraiment n'être découverte qu'à la fin. C'est la raison pour laquelle je suis presque en retrait par rapport à ces façades, le long de cette promenade sud. Et c'est aussi la raison pour laquelle je déroule finalement les plis de mon architecture à la fois sur le flanc est de son bâtiment et à la fois sur le flanc nord aussi. Je viens vraiment me pousser le plus possible en retrait par rapport à ce travelling. Je vais sortir le plan, si vous voulez suivre le discours, ce sera un peu plus... Oui. Oui. Et ce qui a été aussi important dans la conception du projet, c'est le fait de reprendre une même échelle d'architecture, les mêmes proportions, donc une écriture très horizontale. Également le même séquençage vertical. Son musée est magnifique parce qu'il a un côté domestique dans cette rusticité qu'il entretient avec le sol, avec le parc. Ce sont comme une série de pièces, de séjours, de chambres qui s'articulent les unes aux autres dans une sorte de foisonnement général de part et d'autre de l'entrée, ce qui induit un certain nombre de façades, finalement chacune d'entre elles étant d'une échelle assez petite, assez contenue dans presque une écriture de maison, de grande maison. Et donc j'ai voulu reprendre ce séquençage, je n'ai jamais de grand alignement, ce qui fait que quand on regarde pour le coup depuis tout le sud du parc et qu'on voit ce grand panoramique depuis le portail à gauche et puis toutes ces premières séquences de Roland-Simonet et la mienne sur la fin, on a vraiment un continuum architectural qui est homogène. À la fois parce que je fonctionne que par petites façades comme lui, je monte jamais bien haut. Je me souviens que lui avait fait un tout petit belvédère sur une toiture de sa première séquence. Moi, j'étais obligée d'en faire un autre. Et j'ai l'impression que les deux se répondent. Je souhaitais presque d'ailleurs entretenir une sorte de regard croisé entre son petit belvédère qui émerge et le mien. Et le mien était nécessaire pour une partie de la collection d'art brut, qui était les artistes paysagers avec les grands totems en bois. Donc jusqu'au bout, j'ai à chaque fois essayé de créer ce dialogue avec l'œuvre de Simonet. Je pense que vous avez bien réussi, si je peux me permettre. Et alors, est-ce que vous vous souvenez moi, j'ai été voir dans les archives, j'ai vu que les présentations des différents projets étaient anonymes. Oui. Est-ce que c'est toujours le cas dans le concours ? C'est toujours le cas et évidemment, je peux que être contre ce principe parce que
typiquement dans un concours comme ça, sans possibilité de présenter son projet, c'est très difficile pour quelqu'un qui déroge un peu aux règles comme je l'ai fait, de vraiment dresser un argumentaire suffisamment convaincant, enfin, qui transmette tout mon parti pris, toute la justification de mon parti pris. C'est difficile de le faire uniquement par écrit dans une note architecturale. Et puis c'est vrai que j'avais le souci non plus de ne pas heurter le jury. C'était pas désobéir pour désobéir, je le faisais vraiment par conviction. J'étais aussi vraiment convaincue qu'on avait une occasion exceptionnelle en France d'accueillir une collection d'art brut. Il y en a très peu en Europe, il n'y en a pas d'autres, je crois, en France, qui ont vraiment leur lieu d'exposition. Je trouvais que c'était une occasion unique et qu'on ne pouvait pas rater. C'était une occasion de montrer justement toutes les racines de l'art brut dans l'art moderne et l'art contemporain, et de montrer aussi combien cet art brut a inspiré tous les artistes, beaucoup d'artistes en tout cas, de la période d'art moderne. Et ça, c'est difficile d'expliquer tout ça par écrit, donc c'est sûr que c'est un gros risque. Évidemment qu'une présentation orale permet de beaucoup mieux expliquer les choses, de créer un dialogue, de pouvoir répondre à des questions, de pouvoir rassurer, vraiment de pouvoir avoir une discussion ouverte sur cette question de mise à distance ou pas mise à distance de l'extension. Donc j'ai pas eu cette chance, mais je mesure à quel point le jury a été... évidemment, j'ai dû bien argumenter du fond du cœur, enfin c'était vraiment une conviction de ma part, mais le jury a été courageux de me désigner lauréate. Et alors, donc dans ce cours, effectivement, cette extension, oui. Il y avait aussi tout un travail... Oui, j'en ai pas parlé. En fait, d'ailleurs, j'ai voulu le dire tout à l'heure, et puis j'étais partie dans autre chose. Le concours ne portait pas que sur l'extension, mais sur toute la restructuration du musée existant. Alors, une restructuration plus ou moins lourde, mais c'est vrai que le concours, le mien en tout cas, portait sur toute la restructuration du bâtiment existant à l'intérieur, et puis l'extension dédiée à cette collection d'art brut, mais pas que. L'extension en fait portait à la fois sur des salles d'art brut, portait également sur des expositions, des salles d'exposition temporaires, sur la reconstruction des ateliers à l'arrivée des œuvres, tous les ateliers de réparation, mise en quarantaine, etc. Sur la logistique aussi. Le concours portait en fait sur un objectif qui était louable, c'était celui de mieux séparer finalement le trafic des œuvres à l'intérieur du musée du trafic public, puisque avant le concours, en fait, tout passait par le hall d'entrée au sud. Donc là, l'objectif, c'était de créer des circulations qui puissent être sécurisées, qui ne soient pas mélangées à celles du public, et qui permettent finalement de part et d'autre d'ailleurs du patio central d'avoir des flux plus entre guillemets techniques au nord, administratifs, techniques et œuvres, et puis les flux vraiment uniquement du public au sud. Et la restructuration du bâtiment existant portait sur les services pédagogiques qui sont très importants dans ce musée, la restructuration du restaurant, la restructuration légère de l'administration, et puis le cœur du dispositif, c'était la restructuration des salles d'expo, art moderne, art contemporain, où on a été amené effectivement à la fois avoir une restructuration hyper respectueuse uniquement pour réparer, pour améliorer la qualité de l'air, enfin tous les fluides, tous les lots techniques de ces lieux d'exposition, mais aussi pour mieux ordonnancer les parcours, justement toujours dans la perspective d'avoir cette greffe d'art brut. Donc on a été amené à modifier certains parcours. Et il y avait une maîtrise d'œuvre à part de la nôtre qui a été désignée à un moment donné, je ne me souviens plus, peut-être avant nous je crois,
pour toute la réparation et la remise à neuf du clos couvert, c'est-à-dire toutes les questions d'étanchéité avec tous les sheds, notamment. Et ça, c'était une maîtrise d'œuvre donc, qui venait vraiment réparer l'enveloppe, finalement, du bâtiment existant, qui a été confiée à l'agence Saint-Yves. Donc on était deux maîtrises d'œuvre contiguës. Nous sur l'intérieur de l'existant et l'extension, et Saint-Yves sur l'extérieur de l'enveloppe existante. Et c'est une question un peu naïve peut-être, mais pour travailler sur un projet comme ça, oui. En vue de le présenter au concours, oui. c'est à peu près combien de mois de travail? Je crois que c'était que 2 mois, la durée d'une esquisse ou d'un APS en phase concours avant d'être sélectionné lauréat ou pas. En général, c'est 1 mois et demi à 2 mois. Oui, c'est très intense. C'est très intense parce que dans ce type de projet, justement, d'autant plus que j'ai quelque part varianté par rapport au site, il y a, dans ces 2 mois, il y a une première étape qui est très longue, dont l'aboutissement est cette prise de décision. Non, je ne me mets pas dans le terrain à louer, mais je viens au contraire tout contre Roland Simonet. Cette étape, elle a dû durer bien 3 semaines. Et pour arriver à cette décision, il a fallu ce double travail, à la fois toute l'analyse de l'architecture de Roland Simonet, et puis aussi l'analyse de... Enfin, il fallait que j'ai une parfaite connaissance de l'art brut, parce que pour le coup, on n'avait pas non plus une connaissance de la collection. Elle ne nous avait pas été présentée en phase concours, mais on savait que c'était une collection exceptionnelle. On avait les différentes thématiques. Et il fallait que je m'imprègne de l'art brut, de l'histoire de cet art, de tous les liens justement qu'il a tissés avec l'art moderne, l'art contemporain. Et je pense qu'on ne peut pas envisager de concevoir un projet de musée dédié à l'art brut sans connaître parfaitement l'histoire de cet art. Donc c'est un délai très court, extrêmement court. Alors l'art brut, justement, c'était une des questions que je voulais vous poser, si voilà, le fait de l'art brut, ça avait influencé votre réflexion. Et du coup, est-ce que vous pouvez développer, est-ce que vous voulez aborder tout de suite les partis pris esthétiques, formels, en lien ou pas d'ailleurs avec la thématique de l'art brut? C'est vrai que donc il y a cette partie, cet aspect émotionnel que revêt l'art brut, qui entre totalement en ligne de compte quand on conçoit une enveloppe pour mettre en scène cet art. Il y a aussi une deuxième donnée, c'est que c'est un art fragile qui est fait par la plupart du temps des personnes qui ne se considèrent pas directement comme des artistes, qui travaillent dans des conditions pas forcément évidentes. Beaucoup d'entre elles travaillent par exemple dans des hôpitaux, n'ont pas les moyens d'acquérir des supports pour leur œuvre qui soit suffisamment pérenne. Donc le fond d'art brut en général, c'est un fond qui est quand même fragile. Et ça, c'est pareil, c'est une donnée très très importante pour concevoir notre architecture. Et ces 2 données que je viens de citer, tout de suite, elles ont eu un impact à la fois sur la forme, la matière, la lumière, parce qu'il y avait, oui, en même temps, prolonger l'œuvre de Simonet dans une écriture qui soit la plus homogène possible, même si elle décline une autre personnalité, elle commence à exprimer un autre contenu à l'intérieur, mais il y avait beaucoup de similitudes que je voulais conserver avec l'architecture de Simonet, mais il y avait des différences que je devais absolument mettre en valeur. C'est le fait que notre enveloppe, elle vient abriter de l'art brut, et je voulais que ça se voit aussi de l'extérieur. Et puis, ne serait-ce que techniquement, cet art brut étant fragile, on avait par exemple des seuils de lumière naturelle maximum qui étaient très faibles. Donc on a dû concevoir l'extension comme un lieu dans une certaine pénombre. Ça, évidemment, ça a un impact sur l'architecture qui est immédiat. Très peu d'ouvertures, des ouvertures totalement protégées de la lumière naturelle,
a priori quasiment jamais de rayons lumineux à l'intérieur, et vraiment une pénombre, c'est-à-dire on ne peut pas avoir beaucoup de baies vitrées protégées par des rideaux. La pénombre, elle demandait au contraire beaucoup de parois opaques et très peu de vitrage. Donc ça a immédiatement eu un impact sur mon architecture, et puis aussi cette forme d'art qui ne laisse pas indemne, comme je le disais à l'instant. Je voulais finalement que les contours des volumes soient peut-être plus doux et moins anguleux que ceux de Simonet. Simonet finalement a dressé son plan comme un appartement, avec toute une série de pièces très calmes, très sages, qui s'articulent les unes aux autres, souvent dans la diagonale, dans le coin, mais ça reste une trame orthonormée, et donc ce sont uniquement des pièces rectangulaires ou carrées. Moi, je voulais un petit peu quitter cet ordonnancement strict, et je voulais m'orienter vers une architecture un petit peu plus souple dans ses contours, plus organique, pour essayer d'emmener le visiteur dans une promenade plus douce, qui lui permette de mieux laisser libre cours à son émotion pour s'imprégner de cet art brut, mais aussi pour faire en sorte que l'architecture soit apaisante. Justement parce que c'est un art qui ne laisse pas indemne, donc je voulais des contours vraiment plus organiques. Et il y avait aussi le souhait, au travers de ces contours organiques, de faire en sorte que quand on se promène dans une des salles, on n'a pas d'angle droit. On ne découvre jamais d'ailleurs l'entièreté de ce qui est dans la salle d'un seul tenant. C'est vraiment une promenade qui, par ses différents tournants dans chaque salle, fait qu'on découvre les œuvres au fur et à mesure. Donc il y a une progression du parcours, on n'est jamais tout d'un coup face à tout un contenu d'un seul coup qui vous saute à la figure dans une salle. Voilà, donc c'est une série de méandres presque qui vous font découvrir progressivement, qui font vous laisser imbiber par ces œuvres d'art. Et chacune des salles se termine par un espace, pas chacune, mais celle qui le nécessitait, se termine par une sorte de grande simèse qui est comme une coulisse derrière laquelle on se glisse. Et en fait, derrière cette coulisse, on trouve un espace que j'ai appelé des espaces de respiration, qui sont à la fois protégés par les coulisses, donc on n'est plus complètement dans la salle d'exposition, et on n'est pas complètement dans le paysage, mais on y est un petit peu. C'est le seul endroit où j'ai pu m'autoriser finalement des grandes baies vitrées. C'est des baies vitrées qui vous ouvrent sur le paysage qui est magnifique, ce parc est vraiment magnifique. Mais cette grande baie vitrée est filtrée par une sorte de grand moucharabier qui est dressé tout hauteur, et qui fait que dans cet espace de respiration, vous êtes dans une sorte d'entre-deux, entre la salle d'expo que vous avez un peu quittée et le paysage dans lequel vous n'êtes pas tout à fait, mais vous êtes happé par... voilà, c'est un moment paisible où on peut réfléchir sur tout ce qu'on a vu, s'en imprégner a posteriori, et puis avoir une respiration qui est nécessaire parce que chaque salle finalement a une thématique différente. Et donc je trouvais que ces moments de pause étaient importants avant d'aborder une salle avec une thématique nouvelle. Et je dois dire que le moucharabier, partout, j'ai essayé que mon architecture vraiment tisse un lien avec l'art brut, mais aussi avec Simonet. Le moucharabier, c'était un petit clin d'œil au parcours de Roland Simonet, qui a beaucoup travaillé dans les pays du Maghreb. Et le moucharabier, c'était une sorte de réinterprétation dans le nord de la France des beaux moucharabiers des pays du Maghreb. Voilà. Et c'était une solution finalement idéale pour faire en sorte que les visiteurs puissent avoir cette vue sur le grand paysage du parc qui est magnifique, mais qu'ils aient cette vue à travers un filtre qui est donc en béton de fibre,
Et le motif de ce moucharabier, c'est un motif que j'ai peint, qui est comme un feuillage agrandi, démultiplié. L'idée, c'était un peu de donner l'impression d'être derrière un feuillage et on regarde la lumière entre chaque feuille, en fait. Donc, vous avez dessiné vous-même? Oui. Ouais, mais je dessine beaucoup. Je peins plus trop, mais j'adore dessiner. Les premières esquisses de cette forme organique, c'est vous qui les avez faites? Vous travaillez? Oui, bien sûr. Vous faites encore des croquis? Toujours, oui. Je pense que l'architecture se conçoit de multiples manières. Mais on va dire, pour moi, les 3 médiums de base, c'est le dessin. Ça vient toujours très vite d'ailleurs. J'ai besoin de dessiner. Non pas de dessiner sur AutoCAD, voilà, mais avec la main. J'ai vraiment, d'abord j'adore faire ça, mais le fait de dessiner avec la main, j'ai l'impression que j'avance beaucoup plus vite. Il y a une forme d'intuition. Donc c'est toujours mes 3 médiums, c'est le dessin, c'est le texte. J'aime beaucoup écrire. Je dessine, mais en même temps le texte, finalement c'est des objectifs différents. Le dessin, il y a le côté intuitif. Le texte, ça vous permet de cadrer vos idées, de les trier, d'en garder certaines, et en écrivant, de se dire qu'il y en a d'autres qui sont devenues inutiles. Ça permet de hiérarchiser énormément. Ça permet à un moment donné de synthétiser un parti pris, de lui donner toute sa cohérence, de le structurer. C'est fondamental. Et le 3e médium, c'est le dialogue. C'est finalement beaucoup, en faisant des réunions avec les architectes qui sont dans mon agence, les chefs de projet, c'est beaucoup aussi en parlant de mes premières idées et en échangeant. Le dialogue permet là aussi de faire le tri, de voir ce qui est pertinent et finalement ce qui peut ne pas l'être. Voilà, donc le dessin, le texte et la parole. Et du coup, entre la phase qui a été retenue au concours et l'avant-projet définitif, il y a eu beaucoup d'évolutions ou finalement ça a été pris quasiment tel quel? Alors, on va dire que sur le parti pris initial, il y a eu peu d'évolutions. C'est-à-dire la volumétrie. Dès le concours, elle avait 5 doigts ici, qui comportaient précisément les 5 thèmes qui nous étaient donnés. Donc chaque racine ou chaque doigt abrite un des thèmes de collection. Donc ça, c'était dès le départ. Cette grande forme aussi très longue qui vient finalement envelopper l'architecture de Roland Simonet sur les flancs est et nord, c'est pareil depuis le concours. Quelque part, mon volume, il est extrêmement serré au nord parce qu'on est proche de la limite du terrain. Et ensuite, il part sous la forme de 2 éventails. L'éventail à l'est, le grand éventail qui, lui, à la place de s'évaser, comprend les 5 salles. Et ensuite, le 2e éventail, c'est celui au nord qui est plus pincé, qui va justement constituer ce parcours technique, abriter l'arrivée des œuvres, les salles de quarantaine, d'ateliers, etc. et le restaurant. Et donc le projet, c'est vraiment à partir de ce pincement nord-est, 2 éventails, un large pour les lieux d'expo, un plus serré et ténu parce que le terrain ne permettait pas de s'évaser pour les liaisons et tous les espaces techniques. Et symboliquement, c'était aussi une manière par mon architecture c'était finalement comme 2 bras ouverts qui viennent embrasser le bâtiment existant de Roland Simonet. Donc tout ce parti pris est resté. Après, ce qui a peut-être évolué, c'est la matérialité des façades. Je pense que je n'avais pas imaginé de moucharabier en phase concours. J'en étais restée à des ouvertures très fines, il me semble, pour lesquelles je n'avais pas encore anticipé toute la manière de les occulter par rapport aux œuvres. Et ensuite, ces ouvertures fines, je les ai remplacées par ces grandes baies généreuses à chaque fois, en extrémité des salles, avec les espaces de respiration et les moucharabiers.
C'est vrai que je pense que dans un projet, évidemment, une phase concours est fondamentale. C'est là qu'on pose les bases d'un projet. C'est là qu'il ne faut pas se tromper d'ailleurs, parce qu'on ne peut pas complètement changer. Pour autant, je pense que les études d'un projet, et même jusqu'au chantier, ça continue d'être un processus de création. Et je pense que c'est important quand on gagne un concours de continuer à peaufiner son œuvre. J'ai eu la chance de pouvoir échanger aussi beaucoup avec la veuve de Roland Simonet, avec la conservatrice, avec à la fois Joël Pijaudier, toutes ces équipes. Et je pense qu'on ne peut pas rester imperméable à ces échanges. Forcément qu'un processus d'études qui dure 8 à 10 mois pour le coup, c'est-à-dire beaucoup plus qu'une phase concours, il doit avoir pour objectif d'approfondir son propre travail d'architecte, d'approfondir sa propre œuvre pour la rendre encore plus pertinente, encore plus fonctionnelle, encore plus belle. Voilà, encore plus écologique, encore plus optimisé financièrement. Donc je pense qu'on ne s'arrête jamais de concevoir. Et heureusement d'ailleurs. Et est-ce que vous pouvez préciser un petit peu sur le choix du matériau? Oui. J'ai vu dans des petites enfin j'ai vu des photocopies oui. de... Ah oui, c'est vrai, je retrouve. Oui. Oui, c'est vrai. Je pense que aussi le travail d'architecte, quand on est créatif, on a plein d'idées tout le temps. Enfin, on s'arrête jamais. Et quand je revois ces dessins, oui, je me souviens avoir eu une idée de motifs très forts sur l'ensemble du projet. Et finalement, je sais pas, mais sur 1000 idées qu'on a, on en garde peut-être une dizaine, et c'est bien assez. Je pense qu'une architecture doit apprendre à être concise, doit travailler dans le même sens aussi. On a un parti pris à revendiquer qui doit se résumer en quelques phrases. Il ne faut pas s'éparpiller. Je pense que l'architecture doit être concise et aller dans une direction unique si on veut d'une part être pérenne dans le temps, si on veut transmettre un message fort, et si on veut rester, en tout cas s'agissant d'un projet culturel, un bâtiment qui marque dans le temps, qui est une sorte d'intemporalité. Voilà, et quand je revois ces dessins, je me souviens de ces différentes séquences. Finalement, on est arrivé à un objectif plus simple, qui a été d'envelopper l'entièreté de cette extension, que ce soit l'éventail au nord ou l'éventail à l'est, en béton. Donc le matériau, c'est le béton. Le béton, il vient évidemment de l'architecture de Roland Simonet. Alors son matériau principal dans le musée, vous allez me dire que c'est la brique. Mais en même temps, cette brique est toujours ornementée, cadrée, dans des soubassements, dans des meneaux, dans des linteaux qui sont en béton. Et c'est ce béton que j'ai repris. Je reconnais que je n'ai pas voulu faire le projet en briques. Encore une fois, c'est tout cet équilibre qu'il faut créer quand on est en un projet d'origine. Il faut à la fois le respecter, en prolonger certains aspects, mais il faut aussi cultiver sa propre personnalité. Parce que je pense que Roland Simonet lui-même n'aurait pas eu envie d'un projet finalement trop proche du sien non plus, qui ne laisse pas une perception suffisamment lisible de qui a fait quoi. Voilà, donc son œuvre reste intacte d'une certaine manière, elle est en briques ornementées de béton. La mienne, elle utilise le béton, mais elle n'est que en béton cette fois-ci. Pareil, le béton, j'ai choisi par rapport à Roland Simonet, mais aussi par rapport à l'art brut. Je voulais un matériau à la fois brut, mais en même temps possiblement sophistiqué, très doux, très beau. Donc le béton est utilisé partout. Il est coulé en place pour la plupart des façades, et il est préfabriqué donc pour ces grands panneaux en ductal, en béton de fibre qui sont perforés avec les grands mouchards à biais. Et entre les panneaux en mouchards à biais et la majeure partie
des voiles coulées en place. On a des voiles qui sont coulées en place, mais avec un moule en fond de coffrage, qui crée un bas-relief. Et ce bas-relief, c'est vraiment le motif des mouchards habillés qui finalement qui se prolonge dans les voiles en béton, qui s'atténue progressivement et qui fait qu'on a une sorte d'homogénéité dans le volume très sculptural de béton lisse, de bas-relief et de mouchards habillés. Et ensuite, l'ensemble a été revêtu d'une lasure holographique. J'ai peut-être un petit pincement parce que j'aurais peut-être aimé que cette lasure soit un petit peu plus visible, mais voilà, ça ne m'a pas été autorisé par les personnes du patrimoine. Mais cette lasure holographique, elle était très légèrement nacrée. Et en fait, elle est intéressante parce que quand on regarde des murs de manière un peu rasante, d'un côté, ce fini donne l'impression d'être un petit peu vert, donc on a l'impression que le bâtiment se fond dans le parc. Et de l'autre côté, du fait de cet aspect holographique, on a l'impression que le béton est un peu rose. Et le rose venait de mon souhait, là aussi, de faire un petit clin d'œil aux briques de Roland Simonet. Donc je voulais que le projet il soit un tout petit peu comme un scarabée, qu'il apparaisse tantôt gris-rose comme la brique, tantôt gris-vert comme le parc. Une sorte de trait d'union entre l'architecture de Roland Simonet et le paysage du parc. Merci. Est-ce que vous avez aussi des souvenirs par rapport au déroulement du chantier ? Notamment tout à l'heure vous disiez que vous avez beaucoup fréquenté le siège de la communauté urbaine. Oui. Est-ce que vous vous souvenez de vos interlocuteurs Oui. Est-ce que ça s'est bien passé ? Est-ce que ça s'est bien passé ? Je ne sais pas. Moi, j'en ai un super souvenir. Après, je parle pour moi. Les interlocuteurs étaient nombreux. Il y avait donc Joël Pigeaudier. Il y avait ses équipes. La responsable de la collection d'art brut, qui était une femme aussi exceptionnelle. Il y avait la communauté urbaine de Lille. Il y avait la ville de Villeneuve-d'Ascq. Il y avait Pierre Mauroy, qui était présent, très présent, de moment important en moment important. Je pense que ce projet était important pour lui aussi. Et il y avait les ABF et la DRAC. Et c'était un panel de personnalités, je pense, tout était extrêmement attaché à la construction de ce projet. C'était un projet, je crois, qui était attendu déjà depuis une dizaine d'années, donc c'était vraiment l'aboutissement d'un travail de longue haleine. Moi, j'en ai que des bons souvenirs. Le seul mauvais souvenir, ça a été peut-être la phase chantier, où à un moment donné, il a très vite d'ailleurs, en début de chantier. En fait, le projet, comme on le voyait tout à l'heure, c'était à la fois la restructuration du bâtiment existant et l'extension. Et quand on a démarré le chantier, je ne sais pas si c'est tout juste après l'avoir démarré ou même avant, juste avant, mais il a été décidé pour des raisons de budget de séparer les deux phases travaux dans le temps, c'est-à-dire de faire d'abord l'extension et après la restructuration au lieu de faire en parallèle en même temps. Et ça, je pense que c'est une décision qui m'a été imposée, c'est un fait, parce que je pense que la trésorerie n'était peut-être pas là pour absorber tout d'un coup. Mais je pense que c'est une décision que tout le monde a dû regretter à un moment donné, parce que de faire des travaux en 1 an et demi et de faire des travaux en 3 ans, c'est pas le même coût. Donc forcément, ça a coûté cher, en fait. Peut-être à l'instant T, c'était des économies, parce qu'on ne faisait que l'extension. Et la restructuration a été reportée à un moment donné, peut-être où les budgets allaient pouvoir arriver. Mais sur le long terme, le projet a coûté plus cher que ce qu'il aurait dû coûter, du fait d'une durée des travaux que l'entreprise a dû absorber et qu'elle n'a pas pu absorber gratuitement. Et la deuxième conséquence que personne n'a bien anticipée, à commencer par les décideurs de l'époque, mais je pense que ce n'était pas possible de l'anticiper, c'est le fait que le bâtiment existant était fermé.
Et donc pendant toute la première année de travaux sur l'extension, il était fermé, vide, je pense pas suffisamment maintenu en vie, parce qu'un bâtiment c'est vivant, donc il faut s'en occuper, il faut l'aérer, il faut le chauffer, le refroidir, etc. Je pense que ça n'a pas été le cas, et du coup il s'est détérioré extrêmement vite. Et tout le monde a été sidéré de voir par exemple au bout de quelques mois les parquets qui se sont totalement détériorés, enfin les lames de parquet sautées carrément. Personne ne s'était attendu à de tels dégâts. Évidemment, ça vient du fait que je crois que le projet d'origine avait été très mal construit. Enfin, il y a eu un problème sur le chantier. Mais j'en ai vraiment tiré une leçon. C'est qu'un bâtiment, c'est comme un être vivant. Et quand on le ferme, il faut vraiment soit continuer à l'entretenir comme s'il était occupé, comme s'il était visité tous les jours. Mais si on ne le fait pas, c'est un être qui meurt. Donc voilà, le bâtiment a montré des signes de dysfonctionnement et de détérioration énorme. Et ça a été aussi des coûts supplémentaires. Parce qu'il a fallu du coup réparer tout ce qui n'était pas prévu de réparer, comme les parquets, parce qu'ils étaient en très bon état, tant que le lieu était chauffé. Et voilà, et je pense que ça a créé une certaine friction. Tout le monde a vécu un chantier qui a duré plus de temps que prévu, qui a coûté plus cher du fait de ce phasage qui n'était pas prévu au départ. Et c'est vrai que passagèrement, ça a laissé des mauvais souvenirs. Mais après, sur la durée, j'espère que tout le monde aime ce musée. Bon, et puis en plus, c'est ce que je sais par ailleurs. Mais voilà, le seul petit mauvais souvenir, c'est peut-être ça. C'est cette mauvaise nouvelle qui a consisté tout d'un coup à faire les travaux en 2 phases distinctes. Mais du coup, cette détérioration du bâtiment, vous, ça a dû aussi complètement modifier l'intervention qui était prévue ? Oui, ça a modifié l'intervention. Bien sûr, en même temps, mais sachant, on sait faire face à des réparations, mais c'est juste que financièrement, ça n'avait pas été anticipé, ni par nous, puisque c'était pas dans notre projet, et ni par les élus locaux. Ouais. Est-ce que vous pouvez détailler un tout petit peu plus sur justement tout ce qui a consisté en la restructuration des salles GMS ? Est-ce que vous avez fait vraiment Oui. Je pense qu'il y a un espace qu'on a assez peu touché, c'est l'auditorium, quoique, mais voilà. Et ensuite, toutes les salles existantes, on en a modifié les contours, pas les grands contours, mais en tout cas les liaisons, pour intégrer finalement ce parcours qui ne travaillait plus dans une boucle unique depuis les espaces d'accueil, art moderne, art contemporain, et on revient aux espaces d'accueil. La boucle devait dorénavant s'agrandir. Et donc son agrandissement fait qu'aujourd'hui on se promène successivement dans l'art moderne, dans l'art contemporain. Alors suivant ce qu'on ouvre et ce qu'on ferme, on passe directement à l'art brut, avec une salle d'introduction à la visite qui est très importante, parce que beaucoup de personnes finalement en visitant le musée ne connaissent pas forcément l'art brut, donc cette notion d'introduction est très importante. À partir de là, on se promène dans les 5 doigts de la main, et puis sur le retour du parcours, on a la possibilité de visionner des expos temporaires qui sont dans les 2 belles salles d'expos temporaires qu'on a créées. Et puis on retourne et on ressort dans l'accueil. Donc la boucle finalement s'est agrandie. Mais ça, c'est une boucle que je raconte qui est un petit peu linéaire. Après, la manière dont le musée est vécu, l'objectif qu'on a eu et qui est vécu, c'est le fait qu'on a cette immédiate proximité et contiguïté entre l'art brut et l'art moderne, et l'art contemporain. On passe véritablement d'une salle à l'autre.
Souvent, des œuvres d'art brut ont été positionnées dans les parcours d'art moderne et d'art contemporain, et vice-versa. Donc il y a une sorte de fluidité du parcours qui fait que, et c'est ce que les conservateurs et la communauté urbaine voulaient, que finalement, au fil de la promenade, les visiteurs ne sachent plus très bien parfois s'ils sont face à une œuvre d'art brut ou face à une œuvre d'art moderne. Donc c'est vraiment un parcours qui n'est pas séquencé de manière si visible. C'est une progression où on se laisse entraîner d'une salle à l'autre. Et puis au début, les salles sont rectangulaires et puis progressivement, elles deviennent plus organiques. Est-ce que vous avez aussi revu tout ce qui est éclairage, peinture Bien sûr, oui, oui. La restructuration du bâtiment de Roland-Simonet, c'est la refonte complète donc, de tous les sols, le travail sur les mises à distance par rapport aux œuvres. Toutes les simèses ont été reprises avec des beaux détails en plainte. Elles ont été reprises bien sûr dans leur finition, toutes les peintures, toutes les sous-faces de plafond. Tous les lots techniques ont dû être complètement repris. Donc les lots techniques, c'est la ventilation, l'hygrométrie, le chaud, le froid. Et c'était intéressant parce que finalement, c'était une reprise ditto l'identique de Roland-Simonet. Mais du coup, le fait de la refaire, ça nous a bien évidemment inspiré aussi pour nos propres manières d'éclairer, de ventiler, etc. dans l'extension. Pour que là encore, à part la forme des salles qui est différente, mais sur certains détails, on est très proche, voire fusionnel de l'architecture de Roland-Simonet. Et du coup, vous êtes devenu aussi muséographe finalement ? Non. J'avais une équipe de maîtrise d'œuvre autour de moi qui était complète, donc j'étais mandataire d'un certain nombre d'ingénieurs et également du muséographe qui est Renaud Pierrard et qui a travaillé à mes côtés. On était co-traitants, il a eu un rôle très très important dans la muséographie, donc l'organisation des œuvres dans les salles ça c'est quelque chose qui était en partage avec les équipes du musée, mais sur lesquelles il était vraiment beaucoup en première ligne. Et puis aussi toutes les simèses, tous les cartels ont vraiment été co-conçus entre nous, Roland-Simonet, les équipes du musée. Et je me souviens d'une équipe aussi qui a travaillé sur la signalétique, qui est intervenue d'ailleurs après nous, une équipe spécialisée en signalétique qui s'appelait Thérèse Troïka. Pardon ? Qui s'appelait Thérèse Troïka, une équipe de consultants en signalétique. C'est vrai que le musée, ça appelle plein de compétences et celle de la muséographie est complémentaire par rapport à l'architecture. Enfin, c'est vraiment, et en même temps, c'est des compétences très, très particulières. Donc c'est Renaud Pierrard qui les a assumées. D'accord. Est-ce que vous avez des souvenirs de l'inauguration ? Oui. J'ai des souvenirs de l'inauguration et j'ai des souvenirs aussi de plusieurs événements en fait qui ont ponctué cette aventure finalement. Du moment où j'étais lauréate jusqu'à l'inauguration, au fil de mes études et du chantier, il y a eu quelques événements très importants, une pose de la première pierre, un début de chantier, des expositions hors les murs, etc. C'était des événements, je pense, très importants pour le musée et pour moi aussi, parce que c'était une manière de montrer finalement que le musée était toujours vivant, même s'il n'était plus habité. On pouvait quand même faire des événements, par exemple, dans le bel espace d'accueil central. C'était important de faire venir les Lillois, les habitants de Villeneuve-d'Ascq, montrer que tout ça, finalement, un projet, c'est long, c'est 4 à 5 ans. Il ne faut pas que le musée perde son public, il faut que les usagers habituels sentent que voilà, le bâtiment est en pleine mutation, extension, qui va être encore plus beau. Donc c'est important de leur raconter cette histoire qu'on vit, de les faire participer, de scander ces 4 à 5 ans d'un certain nombre d'événements qui permettent à chaque fois de raconter les étapes que l'on vit nous-mêmes dans le process des études et du chantier.
C'est une manière aussi de montrer que l'équipe du musée reste présente, qu'elle travaille. Justement, elle a travaillé pendant ces années sur le futur accrochage, sur le lien de cet accrochage avec les collections art moderne, art contemporain. Elle a dû travailler sur les expos à venir. Donc un musée qui est fermé pendant 3 ans, c'est pas un musée qui s'est arrêté de vivre, en tout cas dans l'équipe muséale, dans le contenu pur. Et c'est des événements qui ont toujours été super importants pour moi. C'est des lieux finalement de rencontre et de rassemblement de tous ces intervenants autour de l'île. Ça m'a permis régulièrement de rencontrer Pierre Mauroy, ensuite de rencontrer Martine Aubry, de rencontrer le maire de Villeneuve-d'Ascq. C'est des événements aussi qui sont motivants, qui montrent une sorte de cohésion autour d'un projet. C'est dans le cadre de ces événements aussi qu'il fallait des fois prendre des décisions sur le projet. Et l'inauguration, c'est la clôture et l'aboutissement de tout ça. Donc c'est à la fois magnifique, mais voilà, ça montre que votre travail est terminé, que maintenant vous donnez le bâtiment aux équipes. C'est comme un bébé, comme un enfant qui s'en va. Et c'était un très beau moment. L'inauguration a été une fête magnifique, donc était ordonnancée à l'époque par Martine Aubry et par le ministre de la Culture, qui était Frédéric Mitterrand. Voilà, puis toutes les équipes, tous les élus locaux, etc. Ouais. Vous y êtes revenu depuis dans ce musée ? Bien sûr que j'y suis revenue. J'avoue, ça fait un moment que j'y suis pas retournée, parce que je voyage beaucoup par ailleurs, et c'est toujours difficile de joindre l'utile à l'agréable, l'agréable à l'utile. Mais j'y suis retournée régulièrement, bien sûr. Et c'est toujours des moments... je pense que c'est important pour un architecte de retourner sur ce qu'il a construit. Parce que quand il y a des soucis, on les voit. Ça permet d'avoir un regard aussi avec le recul sur ce qu'on a conçu. On peut le qualifier. C'est très important. Et puis c'est très important de rester proche des équipes. Après, j'ai beaucoup connu Sophie Lévy, que j'ai revue régulièrement. Et puis maintenant, je sais qu'il y a un nouveau directeur du musée que j'aimerais aussi aller rencontrer. J'ai aussi eu le bonheur de voir que la maquette du musée était exposée. Je ne sais pas si en tout cas elle l'est toujours ou si elle est dans les réserves, mais au Beaubourg de Metz, qui a pendant un temps en tout cas fait une très belle expo sur les nouveaux musées en France, et je sais que notre projet était exposé en bonne place. Donc oui, c'est un bâtiment que je ne quitte jamais complètement du regard, en fait, qui est important, qui a constitué une étape importante pour moi. Du coup, dans votre carrière, ça a eu un impact fort. Il y a eu beaucoup de presse, beaucoup de... Oui, il y a eu beaucoup de presse. J'ai pas eu l'occasion de regagner un concours de musée en France, mais je fais toujours des projets culturels. Et je garde finalement cette fibre très attachée à des bâtiments culturels dans les villes. Donc ça a contribué à consolider mon expérience, que ce soit un musée, une salle de spectacle. Il y a toujours, comme je disais au début, un lien finalement entre chaque projet culturel quel qu'il soit. Programmatiquement, le souci doit être celui de créer un lieu vraiment à forte symbolique, qui soit pérenne dans le temps, qui soit extrêmement généreux et ouvert aux habitants, qui constitue un point de repère dans une ville, qui travaille aussi sur la réversibilité de certains de ces espaces, sur la modularité, parce que c'est un lieu qui, a priori, doit rester pour très longtemps. Parmi les interlocuteurs, tout à l'heure, j'ai oublié de vous demander l'association de la Racine.
Oui. Vous les avez rencontrés aussi? Je crois que je les ai rencontrés tout au début, mais c'est plus avec les équipes du musée directement que j'ai travaillé qu'avec celles de la Racine. En fait, notre interlocuteur, et c'était très bien organisé, c'était vraiment la responsable de la collection d'art brut au musée, qui était notre interlocutrice et qui, elle, finalement, faisait le lien entre la Racine et les différentes associations, et puis l'équipe de maîtrise d'œuvre que je pilotais. Et c'était une femme qui était passionnée, avec laquelle on a beaucoup travaillé, de manière quasiment quotidienne. Elle est toujours... Et alors elle s'appelle Sabine Faupin. Mais oui, voilà. Exactement, Sabine Faupin. Et puis il y en avait une deuxième aussi, et oui, elle est toujours au musée. Oui, toujours donc c'est super, exactement. Ça m'a beaucoup appris. Ça m'a... Finalement, ce qui est passionnant quand on est architecte, c'est que la plupart des projets, quand même, ils vous apprennent quelque chose. Enfin, à chaque fois, c'est une expérience qui est totalement différente. Quand, par exemple, je travaille sur le théâtre de Béthune, qui est pas tellement loin de Lille, dans un premier temps, d'ailleurs, j'ai construit le théâtre et j'en ai fait l'extension. On travaille avec les équipes du théâtre, avec les acteurs, avec le directeur artistique. Et on apprend finalement énormément à leur contact. Et puis, quand j'ai travaillé justement sur ce musée, j'ai tellement appris au contact de Sabine Faupin, dont je me souviens maintenant très bien le nom, et Joël Pijaudier. Et à chaque fois, on apprend quelque chose de différent, et ça, c'est passionnant. Ça faisait partie des questions que je voulais vous demander, vous poser, ce que vous aimez dans le métier d'architecte. Ce qui est passionnant dans notre métier, c'est le contact humain. C'est le fait finalement qu'on crée pour un client, pour une équipe, pour un groupe de personnes, parfois d'ailleurs très variés et très hétéroclites. Un musée, on crée pour une ville. Il est créé pour la ville de Villeneuve-d'Ascq, il est créé pour la communauté urbaine de Lille, il est créé pour des élus, il est créé pour les habitants. Il est créé pour une conservatrice, un musée, il est créé pour une collection qui a été donnée par... voilà, c'est une donation. Donc, mais dans tout projet, finalement, on ne crée pas pour une personne, on crée de toute façon toujours pour la ville dans laquelle on s'installe, pour celui qui finance, celui qui va être le futur maître d'usage. Donc c'est un métier où il est très important d'être à l'écoute, d'envisager l'architecture comme un travail d'équipe. On doit être très en lien avec le client et les intervenants, en fait, pour qui on construit. Et il faut les comprendre, il faut déduire des fois de ce qu'ils disent ce qu'ils n'arrivent pas forcément bien à formuler. Et puis il faut travailler sur le temps court finalement d'un projet qui est construit pour un élu, pour des élus, pour une équipe de musée, mais il faut aussi travailler sur le temps long, parce qu'un musée ça reste 50 ans. Mais voilà, en tout cas il y a toute cette relation humaine qui est fondamentale et qui est source de création. Finalement, c'est la manière intelligente qu'on va avoir de partager la conception et d'écouter, d'apporter des réponses et de convaincre et de savoir se remettre en cause aussi. C'est cette manière-là qui va faire qu'on va mieux réussir. Ça, c'est le bonheur du métier, c'est aussi sa difficulté. Après, c'est un métier à la fois de création, mais c'est aussi un métier de relation, c'est un métier où il faut être très sociable, très à l'écoute, etc. Et puis c'est aussi un métier très scientifique. C'est un métier de rigueur, c'est un métier d'ingénierie aussi. Et c'est aussi ça que j'aime d'ailleurs, c'est un métier qui a de nombreuses facettes, à la fois artistiques, scientifiques et sociales. Et je ne l'ai pas mis dans l'ordre. Ça peut être social, artistique, scientifique, ça peut être... Les trois disciplines sont complètement imbriquées et c'est vraiment si on prend la mesure de chacune d'entre elles pleinement qu'on arrive à réussir son architecture.
Est-ce que pour conclure, vous voulez dire 2 mots du coup, de votre retour dans la métropole de Lille? J'avoue, je ne l'ai pas dit au début, mais c'est vrai que la région du Nord, c'est une région où j'ai toujours eu pas mal de chance finalement, parce que j'ai effleuré tout à l'heure le théâtre de Béthune, que j'ai construit, dont j'ai fait l'extension récemment, il y a 5 ans. Ce musée d'art moderne de Lille, la Villeneuve d'Ascq. J'ai eu la chance de construire aussi des gares de péage sur l'autoroute A5, dans le grand paysage près d'Étretat, Boulogne, etc. Je pense que j'ai un lien avec cette région, en tout cas qui m'a toujours accueillie en tant qu'architecte. Et c'est vrai que récemment, on a gagné effectivement avec BNP et Vinci Immobilier un gros projet qui est la démolition-reconstruction, en tout cas la démolition du siège de Lille Métropole, pour y construire à la place un quartier qui va vraiment s'installer en articulation entre la ville de Lille, le Rallye, le quartier de la Madeleine d'une part, et puis aussi les 3 parcs qui nous entourent, celui du cimetière, le parc des géants, le jardin des nuages. Et j'étais très heureuse de gagner ce concours parce que pour moi c'est une manière de revenir à Lille. C'est vraiment, enfin Lille est vraiment une ville que j'aime beaucoup, beaucoup. Le projet finalement du musée d'art moderne m'a permis d'y venir si fréquemment pendant au moins 6 ans. Et là j'ai le bonheur de me dire que je vais pouvoir y revenir souvent. Par contre, c'est vrai que j'ai eu un pincement parce que démolir le siège de la métropole, c'est un lieu où j'ai été si souvent. Et j'aurais tellement aimé le garder d'ailleurs, parce que je dois dire que j'aime son architecture. Elle est typée, mais voilà, elle est installée aussi quand même sur un parc, un jardin qui a beaucoup de qualité. Mais on est obligé de démolir ces bâtiments du fait d'une présence d'amiante qui est quasi continue. En tout cas, c'est avec vraiment beaucoup de passion et de cœur, j'ose le dire, qu'on envisage dans le projet une architecture, un quartier qui puisse être la réponse attendue par l'agglomération lilloise, par la ville de Lille. Un quartier qui soit à la croisée justement de ces quartiers, Madeleine, Euralille, Centre. Et puis un quartier aussi qui doit créer permettre en tout cas aux parcs et aux jardins qui nous entourent de mieux dialoguer entre eux. En tout cas, pour conclure, voilà, le mot de la fin, c'est que ce nouveau projet, j'espère, me permettra de revenir souvent à Lille. Et c'est un peu une histoire qui se continue finalement pour moi avec la ville de Lille et j'en suis très heureuse. Merci. Merci beaucoup. Merci.